Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un podcast artistique, un podcast Histoire de l'art où aujourd'hui on va aborder un nouveau sujet, une nouvelle thématique avec de nouveaux artistes. La dernière fois on parlait du romantisme allemand, notamment avec Friedrich. Aujourd'hui on va parler du début du réalisme mais aussi du mouvement pré-impressionnisme et du début de l'impressionnisme, notamment avec la figure archétypale de ce mouvement qui est Monet. Donc on va commencer un peu comme à l'accoutumée par contextualiser l'époque, la période du début du 19e en Europe et ici tout particulièrement en France. Je m'excuse également d'avance pour la qualité du micro qui n'est pas à son maximum. J'essaye de régler ça au fur et à mesure par l'apprentissage finalement. Voilà, commençons. Donc du coup, le début du 19e siècle, il est marqué notamment en France par la révolution industrielle. C'est vraiment ce qui va marquer le début de cette période. Donc c'est-à-dire une avancée technologique et notamment une nouvelle manière de produire dans la société. Ici, on va vraiment avoir des nouveautés au niveau technologique qui vont révolutionner l'histoire de l'art. Alors au 19e, on invente différents procédés qui vont révolutionner le monde de la peinture, mais lesquels ? Le premier, c'est l'invention du tube de peinture à huile. Tube de peinture, et oui, car avant, tout se faisait en atelier. On ne pouvait pas se déplacer au risque que la peinture sèche en extérieur. Donc les peintres étaient dans l'obligation de, pourquoi pas, faire une esquisse de paysage en sortant, mais ensuite lorsqu'il s'agissait de passer à la phase peinture, il fallait obligatoirement revenir dans l'atelier. Donc déjà, cette invention du tube de peinture va complètement révolutionner la pratique artistique puisque à partir du moment où cette invention va se démocratiser, les artistes vont pouvoir sortir en plein air, comme nous au printemps, et pouvoir ainsi peindre sur le motif, c'est-à-dire peindre en extérieur. La deuxième invention qui va également appuyer cette première, c'est la démocratisation du moyen de transport qui est le train et pas n'importe lequel, celui qui va relier le littoral à la région parisienne. En effet, la plupart des artistes de cette période allaient presque tous dans le foyer artistique français, c'est-à-dire Paris, la capitale, pour pouvoir se former en atelier, mais aussi essayer de se construire une carrière. Ainsi, ce train qui relie le littoral du nord de la France à Paris va véritablement permettre l'abord de nouveaux sujets dans la peinture de paysage et notamment celle de la peinture de la mer, du littoral, de la Manche et notamment de Dieppe. On retrouvera plusieurs artistes qui vont être fascinés par cette peinture de paysage bien spécifique. Je pense notamment à Charles-François Dominy, chef de file de l'école de Barbizon, ce mouvement qui va vraiment conduire à l'impressionnisme quelques années plus tard. Donc ici, je vous ai choisi comme premier tableau l'Atelier de Gustave Courbet, un tableau plutôt bien connu, exposé au musée d'Orsay, qui date de 1854 et je le trouve intéressant parce qu'ici, il me permet d'amorcer un peu le contexte historique et sociétal du début du 19e. En dehors des inventions dont je viens de vous parler, on a quand même un contexte politique qui est très particulier. Le 19e siècle, en France, il est assez connu pour ses bouleversements politiques, déjà de prime abord, mais c'est vrai que là, on a quand même pas mal enchaîné entre la fin du 18e et la première moitié du 19e, un bouleversement des régimes politiques et une tentative de la République qui a été malheureusement qui a échoué en fait. Ainsi, les artistes qui, pour la plupart, peuvent être engagés, comme Courbet qui lui l'était politiquement,
étaient déçus par la politique, étaient déçus par l'avancée de la société en termes d'évolution démocratique dans leurs convictions. Et donc, en fait, cette déception va se ressentir dans le choix du sujet de ces artistes, notamment dans le réalisme, mais aussi et surtout dans les sujets utilisés dans le courant de l'école de Barbizon. En fait, ces artistes-là, du début du 19e siècle, vont choisir la peinture de paysage, qui alors à l'époque était un sujet complètement mineur. On préférait une peinture d'histoire, qui louait des actes héroïques. Je vous renvoie d'ailleurs à mon premier podcast dans lequel j'aborde le contexte avec David, qui parle tout à fait de ce genre de scènes de peinture d'histoire, de scènes historiques. Voilà. Le genre de la peinture de paysage n'était absolument pas majeur à cette époque-là et bien au contraire, il était assez critiqué, moqué par les critiques d'art. Et donc, en fait, les artistes de ce début du 19e se sont dirigés tout de même vers la peinture de paysage. Pourquoi ? Parce que la glorification d'actes héroïques, la représentation de scènes historiques renvoyant forcément à une revendication politique, à l'évocation d'événements historiques, c'était trop pour eux. Ils étaient trop déçus et avaient besoin de fuir dans la contemplation du paysage pour y trouver finalement une forme de paix. On pourrait presque faire une analogie au romantisme finalement, qui utilise à peu près les mêmes procédés, sauf que le romantisme va peut-être plus poursuivre sur une voie de la contemplation de la nature vers le divin, alors qu'ici quand même les artistes pré-impressionnisme n'étaient pas autant engagés dans la religion, au contraire. Donc voilà, ça nous fait une bonne remise en contexte. On a ces différentes thématiques-là. Et donc, j'avais envie déjà de vous définir un petit peu ce qu'est le courant de l'école de Barbizon et notamment son chef de file, Charles-François d'Aubigny. Donc là, on a un croquis de Charles-François d'Aubigny, donc son bateau atelier, et ça va nous permettre d'introduire plusieurs choses. Déjà, qu'est-ce que l'école de Barbizon ? L'école de Barbizon, c'est un mouvement, un courant artistique donc, qui est né au début du 19e suite à ces réactions politiques, comme on en parlait tout à l'heure, et qui donc a pris naissance à la forêt de Fontainebleau, dans le nord de la France. Et en fait, le but avec l'école de Barbizon, c'était de se reconnecter à la nature en utilisant différents moyens et notamment, et c'est ce qui va vraiment marquer ce courant, en peignant sur le motif, c'est-à-dire en sortant de son atelier pour aller peindre en immersion dans le paysage. Ici, dans ce croquis, on a vraiment l'illustration même de ça, puisque Charles-François d'Aubigny est le premier à avoir eu cette idée assez ingénieuse de se faire son propre bateau atelier, lui permettant de peindre notamment sur les bords de l'Oise et ainsi de créer différentes œuvres sur lesquelles il pourra opter pour des points de vue assez inédits pour l'époque, puisqu'il pourra peindre de manière à ce que, comme s'il se plaçait au milieu de l'étendue d'eau face à la rive opposée, ce qui permet d'avoir déjà un reflet de la nature dans l'eau assez exceptionnel, mais aussi d'aborder un nouveau point de vue dans la peinture de paysage qui va au-delà d'une simple scène pittoresque. C'est vraiment ce qui va marquer l'école de Barbizon et ce qui va amener une forme de nouveauté, de renouvellement. D'ailleurs, le bateau atelier de Charles-François d'Aubigny va également inspirer Claude Monet à Giverny, qui lui aussi aura son propre bateau atelier, ce qui lui permettra de peindre sa célèbre série de tableaux, les Nymphéas. Donc déjà, on a ces thématiques-là. Donc là, on a un autre croquis du Bottin, c'est comme ça qu'il l'appelait, son bateau atelier. D'ailleurs, je vous invite, si vous êtes près d'Auvers-sur-Oise, lorsque on pourra ressortir, et pourquoi pas aller dans quelques petits musées, à aller au musée de Charles-François d'Aubigny à Auvers-sur-Oise, qui vous propose plusieurs croquis
de ce bateau atelier et également des œuvres de Charles-François d'Aubigny pour mieux comprendre tout l'enjeu de ce mouvement qui est l'école de Barbizon, mais aussi après pourquoi pas de vous balader sur les quais de l'Oise pour vous aussi avoir votre propre point de vue sur les rives de l'Oise. Donc on a évidemment différents artistes qui vont animer ce courant. Je pense notamment à Corot qui sera un peu l'initiateur. Alors ici on va continuer avec toujours Charles-François d'Aubigny et ça va nous permettre d'introduire aussi une nouvelle thématique par rapport à la peinture de paysage, c'est celle de la retranscription de la lumière. Ça a été aussi un des enjeux vraiment phares de l'école de Barbizon, c'est de réussir à retranscrire une atmosphère, une lumière particulière à travers le paysage pour vraiment avoir cet effet de vraisemblance et aller vers une forme d'impression. Et c'est en ça que l'école de Barbizon est vraiment le mouvement précurseur de l'impressionnisme, c'est parce qu'on est déjà dans cette recherche d'immersion dans le paysage, d'impression. Alors quelles impressions on peut avoir par exemple face à ce paysage enneigé? Eh bien, par exemple, par le détail des feuilles dans les arbres. Ça, c'est vraiment ce qui va marquer en fait cette école de Barbizon, c'est la représentation des arbres, la représentation du vent dans les feuilles des arbres, la représentation des différentes matières, des éléments de la nature s'entremêlant entre eux et créant ainsi cet effet, cette impression qu'on peut avoir lorsque l'on s'immerge dans ce paysage, qui nous donne cette impression de projection dans le paysage, et c'est ce qui motive les artistes finalement qui sont dans cette forme un peu de fuite vers le paysage, d'aller voyager dans un paysage qui reste quand même un peu anodin, et c'est là qu'on rejoint un peu aussi une forme de réalisme, puisque là on ne peint pas un paysage en Italie incroyable avec des collines, etc., ou un paysage romantique allemand comme celui de Friedrich avec l'homme contemplant une mer de nuages rocheux. C'est pas du tout ça. Ici on est vraiment dans une retranscription d'un paysage lambda, un paysage qu'on peut vraiment observer en région parisienne, dans l'univers quotidien des artistes, mais qui va permettre, même à travers ce côté très anecdotique, de voyager, d'être comme transporté dans cet effet d'impression. C'est vraiment ça qui va ressortir et qui va être l'élément phare de l'école de Barbizon. Donc là, on a aussi donc une œuvre de Daubigny, donc qui rejoint un peu ce qu'on abordait tout à l'heure, cet effet de, avec le bateau atelier, de pouvoir comme ça être en immersion dans l'eau, comme s'il peignait un peu au beau milieu d'une étendue d'eau, d'être vraiment dans cette forme d'immersion pour pouvoir ensuite travailler les reflets de la végétation dans l'eau, dans le bord du lac ou de l'Oise. Ici, je ne sais plus exactement où se trouve ce paysage, mais quand bien même, ce qui est important ici, c'est le travail de la lumière, du reflet de la végétation, mais aussi du ciel dans l'eau. Il y a vraiment ce travail entre lumière et couleur qui vont structurer le paysage, notamment chez Charles-François d'Aubigny et dans l'école de Barbizon. Alors ici, je voulais également aborder le paysage chez Corot, qui va être également un initiateur de la peinture de paysage et de l'école de Barbizon. Alors comme on en parlait justement tout à l'heure, cet effet de vent dans les feuillages, comment est-ce qu'il va, cette impression, comment est-ce qu'elle va se symboliser, comment est-ce qu'elle va se matérialiser dans cette œuvre? Eh bien, pour cela, je vous invite à zoomer. En fait, quand on regarde un petit peu plus précisément ce magnifique arbre par ailleurs, on peut observer une forme d'empattement dans la touche, dans le parti pris de la figuration des feuilles. On voit que c'est un peu comme des sortes d'empattement. Voilà, on n'a pas quelque chose de très fin, de très délimité, mais plutôt une forme de couche sur couche, d'empattement, de touches épaisses qui vont donner cette impression de flou et ainsi d'un mouvement de l'air que va produire dans les feuilles. Et donc, c'est ce qui va nous donner en fait cette impression.
Donc ici, on utilise vraiment les couleurs, l'empattement. On n'hésite pas à y aller avec un peu plus d'épaisseur par rapport à la peinture de paysage qu'on pouvait observer chez d'autres artistes, chez Latour par exemple. Voilà, on va être dans une représentation avec un parti pris bien plus dans l'empattement, et c'est d'ailleurs ce qui va être beaucoup reproché aux artistes de l'école de Barbizon par les critiques d'art, qui vont trouver cet art presque vulgaire dans la représentation de la végétation. Alors ici, il s'agit véritablement d'une retranscription, d'une volonté de retranscription d'impression. On a un autre tableau aussi de coraux, donc là, pareil, sur les rives d'une rivière. Donc pareil, on a ce travail de reflet dans l'eau, également cette volonté de réalisme par la représentation d'une ville, et un travail du ciel assez intéressant qui en fait est entremêlé entre volonté et transition avec la représentation du ciel au 18e, et fin 18e, début 19e, et puis cette volonté aussi d'ajouter une forme d'impression par ces touches un peu plus sombres qui vont venir ponctuer et changer ce ciel si clair. Là ici par exemple, ça nous fait vraiment penser à cette représentation du 18e de ciel extrêmement clair, délimité, avec des nuages presque figés. Ici on commence par ajouter des nuances bien plus sombres qui vont donner vie au ciel, et c'est aussi ce qui va marquer le travail de Corot et initier ensuite les artistes des générations suivantes. Et donc, après l'héritage pré-impressionniste, après l'école de Barbizon, va naître de manière progressive un nouveau mouvement qu'on va surnommer l'impressionnisme. On va arriver à une forme de renouveau, encore avec l'impressionnisme dans la peinture de paysage. Ici, on a la représentation du champ de coquelicot, une des œuvres les plus connues de Claude Monet. Et c'est une œuvre qui, bien sûr, a été peinte sur le motif. Donc, on imagine très bien Monet in situ, dans le paysage lui-même, en train de créer ce tableau en immersion avec le paysage. Alors ici, ce qui va être intéressant, c'est de regarder un peu quels sont les points communs entre le mouvement artistique de l'école de Barbizon et cette œuvre de Monet qui va être une forme de démonstration de l'œuvre de l'impressionnisme. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est de regarder comment sont peints les arbres. On revient sur cet élément parce que c'est un peu un des éléments clés dans l'école de Barbizon, la représentation des impressions dans les arbres, l'impression du vent à travers le feuillage. Et en fait, c'est quelque chose qu'on va retrouver ici chez Monet, mais il va aller plus loin que dans l'école de Barbizon, puisqu'il va vraiment insister sur le flou dans les feuillages. Donc ici, on va zoomer un petit peu beaucoup, pour voir un peu tout ça. On est vraiment dans une forme presque, on imagine très bien Monet étalé au couteau de manière plutôt appuyée, des touches de peinture sur lesquelles il va revenir ensuite progressivement au pinceau pour ajouter les ombres et les lumières, et ainsi donner vie et relief à cet arbre. Mais là par exemple, ici on voit vraiment une touche extrêmement épaisse. Voilà, quand on zoome comme ça d'aussi près, alors c'est un parti pris, mais ça permet vraiment de comprendre. On est à la limite de la figuration, on est à la limite de l'abstraction. On est vraiment dans une transition entre les deux. Et cette représentation des végétaux dans cet entre-deux, dans cette limite entre abstraction et figuration, on va la retrouver notamment chez Kandinsky, qui sera très inspiré, notamment dans une des œuvres qu'on va étudier plus tard, j'en reparlerai juste après. Donc ici, on est vraiment dans une touche de plus en plus épaisse, qui va vraiment avoir ce parti pris de l'impression en premier lieu, comme premier élément important, essentiel dans son œuvre. On est dans quelque chose aussi qui éveille un côté peut-être légèrement romantique, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire
d'évoquer une scène qui parlera à tous. Une scène qui éveille finalement une sorte de nostalgie du cœur, peut-être même des souvenirs d'enfance. Il y a quelque chose à ce niveau-là qui est assez tendre chez Monet et qui peut, lorsque moi par exemple, je passe devant un champ de coquelicots en voiture, je ne peux m'empêcher de penser à cette œuvre avec une sorte de forte nostalgie, puisque je me souviens avoir visité Giverny étant petite, avec une montagne également de coquelicots dans le jardin avec ma famille, et c'est quelque chose qui est devenu, grâce à cette œuvre, j'imagine, également un événement qui éveille en moi une grande nostalgie de l'enfance, heureuse bien sûr, hein, une nostalgie heureuse, pas romantique et torturée, mais voilà, tout ça pour vous dire que ce souvenir en fait me permet d'illustrer cette forme de douceur et de tendresse qui émane des sujets de Monet tels que celui-ci, des sujets printaniers qui éveillent comme ça cette forme de nostalgie heureuse de l'enfance. Il y a vraiment une grande tendresse chez Monet, et je pense que c'est pour ça aussi que j'apprécie beaucoup son œuvre. Alors on a aussi des tableaux un peu plus hivernaux, enneigés, avec notamment la Pie de Monet. Et alors là, donc comme on en parlait tout à l'heure avec Charles-François d'Aubigny, on va être dans cette recherche encore de la luminosité, de travailler des paysages avec des éléments de la nature qui vont prendre le dessus. Il y a vraiment cette recherche ici qui est prolongée par Monet avec ce tableau de la Pie, de rechercher à figurer la neige comme une impression. Et alors, ce qui est intéressant, c'est un peu de regarder finalement comment il va figurer la neige au sol. On a différentes touches encore, des empattements ici et là, et puis quelques traces un petit peu plus obscures, des traces de pas, qui en fait permettent tout à fait au spectateur, qui lui en fait va se trouver donc au bord du tableau, si on peut dire ça comme ça, en y mettant quand même un effort de perspective, mais tout de même c'est quand même une réalité. Ça nous permet vraiment de nous faire comme une mise en scène, une entrée dans ce paysage, et de permettre aux spectateurs de s'immerger dans le tableau et de se remémorer de par l'empattement et la touche épaisse, des empattements de blanc et de gris, et même un petit peu de marron. On a vraiment des nuances très très riches qui vont permettre aux spectateurs de ressentir un effet de réel dans les impressions et s'imaginer lui-même marcher dans cette neige épaisse qui crée ce son un peu qu'on connaît tous de craquellement dans la neige. Voilà, c'est quelque chose qui est voulu par Monet, de recréer cette impression d'immersion dans le paysage, et ici c'est tout à fait amené par cette figuration des pas, et puis évidemment dans sa façon de représenter la neige. Et donc voici le fameux tableau des meules qui aura totalement inspiré Kandinsky, parce qu'ici on est vraiment dans un travail de la lumière qui est assez exceptionnel. D'ailleurs, il y a plusieurs exemplaires de ce tableau, puisque Monet, on le connaît aussi pour ça. Il a travaillé à chaque fois une scène, un élément, mais avec plusieurs lumières. Donc on pense notamment à la cathédrale de Rouen, mais aussi à ses meubles de foin. Et donc on en a plusieurs exemplaires, notamment au musée d'Orsay, mais aussi à Vienne, au musée d'art moderne de Vienne. Si un jour vous avez l'occasion d'y aller, vraiment c'est un musée qui a une collection impressionniste vraiment très importante. Et notamment beaucoup de Monet, voilà. Donc si vous avez l'occasion d'y aller, ça vaut vraiment le coup. Du coup, tout ça pour dire que ici, ce qui va vraiment marquer Kandinsky, c'est l'utilisation des couleurs et de la lumière, et qui va y trouver ici un sens profondément spirituel. Et c'est à partir en fait de cette œuvre que Kandinsky va se mettre à écrire son introduction de son livre du spirituel dans l'art, au début, alors c'est un siècle plus tard, hein, c'est au début du XXe siècle, vers 1911, mais voilà.
Alors, ensuite, eh bien oui, nous avons donc différentes représentations de la cathédrale de Rouen par Monet avec différentes lumières. Donc là, on a vraiment des lumières extrêmement différentes et une reprise du même sujet au service de l'étude d'une atmosphère et de la lumière. C'est vraiment l'intérêt ici pour Monet de retranscrire ces lumières différentes pour y retranscrire ici des impressions différentes. Et donc, nous voici arrivés au fameux bateau atelier, mais cette fois-ci pas celui de Charles d'Aubigny, celui de Claude Monet, car il s'est inspiré du bottin de Charles-François d'Aubigny pour peindre à Giverny, ce qui nous permet finalement de faire une chouette transition à la période de Giverny de Monet. D'ailleurs, je vous encourage tout à fait, lorsque vous le pourrez, d'aller à Giverny. Ça vaut vraiment le coup de visiter à la fois les jardins, surtout en cette période printanière, en immersion entre les iris, les rosiers et les coquelicots, mais aussi la maison de Monet qui est très inspirante et qui regorge d'œuvres à la fois japonisantes mais aussi impressionnistes. Alors, donc voici les nymphéas. Les nymphéas, c'est vraiment un sujet que je trouve passionnant et c'est ce qui va influencer au plus haut point les expressionnistes américains par la suite. C'est parce qu'ici, on est vraiment aux frontières de l'abstraction. On est dans une volonté de manifester cette impression vraiment dans une figuration qui est très très floue et qui ici en fait la couleur va prendre un rôle tout à fait essentiel dans l'œuvre et c'est elle qui va complètement moduler, construire, bâtir la composition des différentes fresques que va réaliser Monet. Voilà, donc on en a plusieurs exemplaires. Il y en a au MoMA à New York, mais aussi au musée de l'Orangerie. Plusieurs salles y sont dédiées. Donc quand vous aurez l'occasion, je ne peux que vous inviter à y aller. C'est juste exceptionnel, autant à regarder de près que de loin. C'est vraiment une atmosphère nébuleuse et très apaisante dans les tons également. C'est vraiment très inspirant. Donc je vais également vous proposer de regarder un extrait de vidéo de Claude Monet en train de peindre sur le motif. Une vidéo que vous avez certainement déjà peut-être croisée un jour. Donc là, on le voit vraiment peindre ici en immersion dans la nature et dans ce rajout de touches de lumière, d'ombre et de couleur, les éléments finalement essentiels dans l'œuvre de Monet. Voilà, donc là on a les jardins de Giverny, un endroit plutôt privilégié finalement pour représenter la nature. Parlons un peu de postérité, et bien sûr, qui dit postérité, dit post-impressionnisme. Et donc ici, je vous ai sélectionné une œuvre de Van Gogh. Il est vrai que du coup, pour ce petit podcast sur le pré-impressionnisme jusqu'au post-impressionnisme, même si, alors évidemment, on pourrait développer sur d'autres artistes. Là, ici, j'ai vraiment fait un focus sur Charles-François d'Aubigny, Corot, Monet, puis en post-impressionnisme, évidemment Van Gogh. Voilà, on pourrait parler d'autres artistes, mais ici j'avais vraiment envie de vous parler de Monet et surtout de cette révolution de la peinture en plein air, puisque c'est vraiment ça qui a révolutionné l'histoire de l'art et donc on voit ce lien entre progrès et art. Et donc ici, le post-impressionnisme va vraiment s'initier avec Van Gogh. Ici, c'est un tableau qui a été fait à Auvers-sur-Oise. Donc voilà, c'est vrai que on est resté un petit peu dans la région parisienne pour ce podcast, mais c'est aussi sympa de regarder un peu ce qui se passe à cet endroit-là. Donc Auvers-sur-Oise, dans le Val d'Oise. Donc ici, il s'agit d'un plateau dans les champs, dans le haut d'Auvers-sur-Oise, juste après l'église d'Auvers-sur-Oise, qu'a peinte évidemment Van Gogh.
Et donc ici, Van Gogh va vraiment poursuivre, la ligne directrice de Monet, sauf qu'il va le faire, bien à sa manière. Et en fait, ce qui est vraiment ici, je trouve, passionnant avec Van Gogh, c'est qu'il va lui-même faire cette transition entre l'expressionnisme abstrait qu'on pourrait trouver par exemple avec Edvard Munch ou avec Pollock, mais quoique Edvard Munch, pour moi, est vraiment l'exemple de la continuité du post-impressionnisme de Van Gogh, notamment puisqu'ils sont dans des régions géographiques assez proches. Mais en tout cas, on a vraiment en fait cette transition vers l'abstraction. Et ici, ce qui va vraiment changer par rapport à Monet, c'est que Van Gogh va prendre un réel parti pris pour inclure dans la peinture de paysage une vraie émotion. Il va inclure une forme de mal-être qu'il va également décrire dans ses correspondances avec Théo. Voilà, donc ici c'est représenté notamment par les corbeaux qui survolent le champ, comme l'angoisse qui survole une forme de, d'abondance et en même temps une forme de sûreté, de sécurité intérieure et émotionnelle que Van Gogh a tant cherché, notamment durant sa carrière, puisque voilà, c'est un des exemples phares, hein, on le sait, c'est l'artiste qui a vraiment mal vécu sa vie, puisqu'il ne vivait vraiment pas dans l'abondance et surtout de son art. Et que ces tableaux voilà, ont pris de l'importance lorsqu'il était décédé. Et donc cette recherche de stabilité, de sécurité émotionnelle, et même il avait ce désir là, de fonder une famille, ne s'est jamais réalisé. Et ses angoisses et ses maux et son mal-être ressortent beaucoup dans ses œuvres. Notamment dans celle-ci, dans Le champ de blé au corbeau. On y voit cette forme d'angoisse donc par les corbeaux, mais aussi par les contrastes très très forts, notamment dans le ciel, mais aussi entre les différents végétaux, les différents chemins, comme des perspectives différentes à choisir. Il y a vraiment une forme de tiraillement, je trouve, dans cette œuvre, qui est représentée symboliquement par Van Gogh. Et ici, on pourrait dire aussi qu'il y a une forme du coup de symbolisme dans cet expressionnisme, dans ce début d'expressionnisme, de ses émotions, de ses angoisses. Et du coup, c'est en ça que Van Gogh va vraiment renouveler la peinture de paysage par rapport à Monet. Du moins, il va continuer cette forme de travail de l'impression, mais il va l'amener jusqu'à la démonstration de son propre, de sa propre intériorité et de ses émotions. Et c'est ce qui fera ensuite la suite, bien sûr, avec Edvard Munch. Je pense notamment au Cri ou à d'autres peintures de paysages que vous pouvez également voir dans les collections permanentes du Musée d'Art moderne de Vienne, notamment. Et puis à surveiller dans les expositions aussi d'art moderne, on peut souvent croiser un tableau de Munch. Voilà pour ce podcast d'histoire de l'art. J'espère que ce voyage à travers le pré-impressionnisme et l'impressionnisme par Monet vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce petit podcast. Bah écoutez, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt.